Attaque. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler du métabolisme protéique au cours des états critiques. Donc, c'est difficile de passer après Éric Fontaine. Donc, moi, je suis simple clinicien, donc j'aurais des difficultés à aller si loin dans la biochimie. Donc, j'ai aucun lien d'intérêt. Alors, les protéines chez l'homme, un rappel simple. Donc, comme vous savez certainement, c'est à peu près, on a 10 kg de protéines dans notre corps. Ça représente 15% de notre masse corporelle. La moitié environ est dans le tissu musculaire et la plupart sont sous forme de protéines. Les acides aminés libres sont une part très très faible. Il y en a seulement environ 70 à 80 grammes dans tout notre organisme et la très grosse majorité est encore dans le tissu musculaire. L'entretien de l'organisme fait qu'on renouvelle notre masse musculaire, notre masse protéique en général, d'environ 300 grammes tous les jours. Donc, il y a une synthèse, une protéolyse qui se fait en permanence avec un turnover qui va varier d'un tissu à un autre. La matière la plus simple d'apprécier les entrées et les sorties des protéines, c'est, comme vous le savez, la balance azotée avec des réserves qui sont sur la qualité du recueil des urines et le fait que dans les urines, on mesure en général l'urée qui ne représente que 80% de l'azote et donc pas l'ensemble de l'élimination des protéines. Et dans certaines situations, ça peut être important. Juste pour remontrer le flux des acides aminés au travers des différents tissus. Donc, comme vous voyez, c'est le muscle qui est la plus grosse réserve, mais dont le turnover est pas très important par rapport à d'autres organes. Les acides aminés, donc, qui sont libérés, ont des fins donc, de reconstruire de nouvelles protéines, ont aussi des fins d'utilisation énergétique, notamment à partir de la néoglucogénèse hépatique. Alors ça, cette représentation clinique, elle est connue de tous. Donc, c'était un anesthésiste nord-américain qui avait une maladie chronique de l'intestin et qui avait été bien réanimé aux États-Unis avec une nutrition parentérale optimale selon les gold standards. Et comme vous voyez, malgré ça, alors certes, il avait survécu, mais vous voyez qu'il y a quand même une fonte musculaire très importante et malgré une réanimation entre guillemets optimale. On sait que cette fonte musculaire qu'on objective tous en réanimation, elle va se traduire dans le long terme. On commence à s'y intéresser de plus en plus depuis une bonne dizaine d'années maintenant, en voyant que les patients, à la sortie de réanimation, il y a une fonte musculaire qui va perdurer, et même si la masse musculaire remonte, la fonctionnalité reste compliquée. Et là, on voit que ces patients qui avaient un SDRA retrouvent une activité professionnelle que dans environ 60% des cas, après une durée qui est quand même relativement longue. Et ça, c'était proportionnel à la sévérité de l'agression, à la durée d'hospitalisation et surtout la durée du séjour en réanimation. Alors, pour faire très, très schématique, mais je vous renvoie au papier de Jean-Charles Preiser qui explique la réponse métabolique au cours des agressions. Donc, tout commence au niveau du cerveau. Et vous voyez, il y a différentes phases qui sont décrites, qui sont chronologiques dans le temps, avec d'abord une réponse adrénergique qui va être très rapide, et puis après une réponse hormonale hypothalamique avec la sécrétion d'hormones qui vont avoir un effet de facteurs qui vont avoir un effet régulateur sur les hormones périphériques avec une donne régulation de la plupart, si ce n'est l'augmentation du cortisol. À droite sont représentés les effets de ces perturbations au niveau cérébral ainsi que dans différents tissus, mais on y reviendra, notamment le tissu musculaire et le tissu adipeux. Et les effets de toutes ces activations hormonales et métaboliques va se traduire par deux grandes actions qui sont représentées ici. Vous avez à la fois une augmentation du catabolisme qui va permettre de libérer de l'énergie et des acides aminés pour se reconstruire. Et puis, il y aura en parallèle une résistance à l'anabolisme. Ça veut dire l'incapacité de l'organisme pour certains tissus à
subvenir à ses besoins habituels pour se maintenir. Ça, cette figure, donc elle a déjà été discutée. On voit que il y a une production de glucose qui va être augmentée de façon très importante. Et la source de ces glucoses va être essentiellement le foie, une grande part de néoglucogénèse, qui vont venir en grande partie du tissu musculaire au cours de l'agression à partir de certains acides aminés comme l'alanine et la glutamine. Et cette néoglucogénèse va permettre aux tissus qui sont non sensibles aux effets de l'insuline d'avoir une consommation qui va être augmentée, qui va pouvoir être adaptée aux besoins métaboliques liés à l'agression. L'acide lactique, on en a déjà parlé tout à l'heure, il va rentrer dans ce mécanisme de la néoglucogénèse, même s'il pourra être utilisé per se indépendamment, sans passer par cette voie métabolique. Alors, c'est important de rappeler que l'agression, c'est complètement différent du jeûne. De façon très simple, on peut dire que l'agression, c'est une augmentation globale du métabolisme. La source d'énergie et des mécanismes de défense, c'est le tissu musculaire, c'est les acides aminés qui vont passer principalement par le foie, où ils vont être soit la source d'énergie par la néoglucogénèse, soit le point de départ de synthèse de protéines qui vont permettre de se défendre. Le jeûne, c'est diamétralement opposé. C'est l'utilisation principale des lipides et c'est un hypométabolisme qui va être relié à ça. Donc, c'est deux situations complètement différentes, même si nos patients de réanimation en situation d'agression se retrouvent également en situation de jeûne. Alors là, je ne vais surtout pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer les principaux voies d'activation de la synthèse myofibrillaire à gauche et des principales voies du catabolisme avec les effecteurs membranaires et intracellulaires qui vont orienter vers l'augmentation de la synthèse ou l'augmentation du catabolisme des myofibrilles à l'intérieur des cellules musculaires. De façon un peu plus précise, on en reparlera. Il y a différentes voies de catabolisme protéique. Il y en a quatre principales. La voie ubiquitine protéasome, la voie lysosomiale et caspaïne, qui seront donc les quatre voies. Et on verra que selon les organelles musculaires concernés, les voies de dégradation sont différentes avec des cibles hormonales notamment qui vont être différentes. Alors certains, là c'est Pucciari, sont intéressés à savoir quels étaient les déterminants à la fois à des effecteurs intracellulaires, quels étaient les facteurs hormonaux et également exogènes qui permettaient de relier toutes ces activations au sein de la cellule. Donc, c'est juste pour montrer que la situation est complexe. Elle touche beaucoup de domaines différents, à la fois les ressources en substrat énergétique, toutes les réponses inflammatoires, toutes les réponses humorales qui vont se propager au cours de l'évolution d'une agression. Alors, autre point important, l'agression à laquelle on s'intéresse, ce n'est pas la seule cause qui va être responsable du perturbation du catabolisme musculaire qu'on va observer en réanimation. On sait souvent que nos patients ils sont âgés et on sait que l'âge per se est une raison de fonte musculaire puisque le sujet normal, à partir de 50 ans, il perd 0,5 à 2% de sa masse musculaire chaque année.
il y a essentiellement une résistance anabolique, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la sensibilité aux acides aminés pour augmenter la synthèse protéique en réponse, soit en postprandial, soit à l'administration d'acides aminés. Et donc, c'est une grande partie qui est liée par une insulinorésistance. Et l'insulinorésistance, va empêcher l'effet normal de l'insuline, qui est de freiner le catabolisme protéique musculaire. Nos patients, ils sont âgés, ils sont également, là pour le coup, jeunes ou âgés, ils sont tous immobilisés. Et l'immobilisation, c'est connu depuis très longtemps. C'est une résistance anabolique. Il n'y a pas d'effet sur le catabolisme, sur la protéolyse. C'est un défaut de synthèse protéique musculaire parce qu'il y a une insensibilité, une moindre sensibilité aux apports nutritionnels pour fabriquer des protéines à partir des acides aminés. Alors, dernier point fondamental et qui pose des problèmes, et notamment dans l'interprétation des études, c'est qu'il y a tout un problème de chronologie, de timing, qui est difficile à appréhender. On décrit plusieurs phases au cours de l'évolution de l'agression. Vous voyez la première phase aiguë, la phase tardive de la phase aiguë, avec donné à 7 jours. Vous voyez que la part des études, beaucoup d'études qui s'intéressent à la phase aiguë vont jusqu'à 7 jours, alors que 7 jours, c'est juste parce qu'on a 7 jours dans la semaine qu'on met 7 jours, mais ça n'a aucun sens, aucune base physiologique et physiopathologique. Et donc, après ces phases, s'inverse l'évolution. On considère que le patient qui a survécu se dirige vers la guérison, et cette fois, il y aura une modification, une réversion de l'agression avec une transformation d'une situation catabolique vers progressivement une situation d'anabolisme. Donc ça, c'était un gros papier de Pucciari dans le JAMA en 2013, qui avait regardé quels étaient les effets de l'agression donc sur une série de patients, et qu'ils avaient suivis pendant une semaine. Alors, ils ont regardé beaucoup de signes, et le premier, c'était de regarder quelle était la surface du quadriceps, et ils montraient que la surface du quadriceps, elle diminuait progressivement au cours du temps, alors que c'était des patients qui étaient nourris selon les recommandations. Et on voyait que c'est ce qui apparaît en bas, c'est que plus le nombre d'organes atteints était important, plus l'agression et la fonte musculaire était parallèlement importante. Claude avait regardé, alors c'est des données aussi qu'on retrouve, il manque le morceau à droite, on n'a pas la dégradation et la synthèse. Donc c'est un modèle d'injection de traceurs où on regardait quelle était au niveau musculaire la synthèse. Ah, super, merci. La synthèse et le catabolisme protéique. Comme vous voyez à droite, vous voyez que c'est essentiellement à la phase initiale de l'agression, c'est essentiellement une augmentation du catabolisme protéique musculaire qui est le déterminant principal, et alors que la synthèse est peu modifiée. Et vous voyez que la balance azotée qui est la balance protéique au niveau musculaire, eh ben, elle est en faveur du catabolisme au niveau musculaire. Donc ça, c'est des données qui comparaient avec des sujets sains. Donc vous voyez, pas de modification de la synthèse, mais une augmentation importante du catabolisme protéique musculaire. La même équipe avait regardé quelles étaient les voies qui étaient impliquées dans ce catabolisme. Les voies impliquées, c'est essentiellement l'ubiquitin protéasome, donc c'est celle qui va permettre de couper les myofibrilles après leur ubiquitination. Donc ça, c'est la voie principale, avec également la voie lysosomiale qui va dégrader en grande partie les mitochondries et tous les organelles intracellulaires et extracellulaires. Alors, donnée importante, c'est qu'il y a également une évolution au cours du temps. Donc, dans ce papier, ils avaient regardé les patients à des temps différents au cours du séjour en réanimation. Comme vous voyez, au niveau du catabolisme protéique, donc qui était le
majeure à la phase initiale. Il y a peu d'évolution au cours du temps. Mais par contre, ce qui va changer, c'est l'évolution de la synthèse et il va y avoir progressivement une récupération de la synthèse protéique avec, in fine, donc en rouge, un bilan azoté qui devient moins négatif, voire nul, une balance azotée qui devient moins négative au fur et à mesure que le patient progresse. Donc, ce n'est pas le catabolisme qui diminue, c'est la synthèse qui va augmenter progressivement. Ça, c'est encore des données du premier papier de Pucciari en 2013. Et vous voyez, à gauche, vous avez la synthèse protéique musculaire. Vous voyez qu'à la phase initiale, la synthèse protéique du patient, la synthèse protéique, initialement, elle est proche de celle de patients contrôle, de sujets contrôle à jeun. Et vous voyez qu'au bout de 7 jours, la synthèse va augmenter. On se rapproche de la synthèse correspondant à des sujets contrôle en phase postprandiale. Et si on regarde en termes de balance entrée-sortie au niveau musculaire et de calcul du catabolisme, on voit que le catabolisme n'est pas tellement affecté, mais par contre, la balance du fait de cette augmentation de la synthèse à 7 jours va aller vers le zéro. Donc, on a un bénéfice au cours du temps qui est traduit par l'augmentation de la synthèse protéique musculaire. Alors, moi aussi, je vais citer Xavier Leverbe. Donc, c'est un vieux papier, mais très intéressant et qui répondait déjà à beaucoup de questions. Ils avaient regardé donc chez un tout petit groupe de patients qui avaient une péritonite. Ils avaient regardé quel était l'effet sur la synthèse et le catabolisme protéique musculaire. Quel était l'effet notamment de la nutrition parentérale. Et vous avez sur la gauche l'effet sur le catabolisme. Vous avez un catabolisme musculaire, donc là, qui était mesuré par la 3-méthylhistidine dans les urines. Et vous voyez qu'il y avait un catabolisme musculaire qui était très important pendant 2-3 jours. Et puis la perfusion d'une nutrition parentérale avait pour effet de diminuer le catabolisme protéique musculaire. Et si on s'intéressait à la synthèse, on voit que la réponse est différente. On retrouve les données que je vous ai montrées précédemment, c'est-à-dire qu'au cours du temps, là, vous avez les différents jours où sont réalisées les mesures. Vous voyez que la synthèse protéique musculaire va progressivement augmenter. Et à la fin, sur la dernière mesure, ce qui va faire la différence, c'est le fait que l'évolution du patient soit favorable ou défavorable. Et la récupération de la synthèse musculaire va se faire d'autant mieux que le patient va récupérer. Donc, c'est deux impacts complètement différents, à la fois sur la synthèse et à la fois sur le catabolisme protéique musculaire. Donc là, c'est aussi des patients de réanimation. Donc, c'est une étude récente. Je n'ai plus l'auteur, mais il est caché. Vous retrouverez le papier. Donc, pareil, qui regardait quel était cette fois l'effet d'une administration entérale sur à la fois la biodisponibilité des acides aminés au niveau plasmatique. Ça veut dire, est-ce que la digestion se faisait de façon correcte, et puis après, quelle était l'utilisation de ces acides aminés pour la synthèse protéique musculaire. Donc, si on s'intéresse à la digestion, ça nous apporte une réponse qui est assez intéressante, c'est que ce papier montre qu'il y a un retard pour l'absorption et la digestion des protéines, mais que, in fine, la quantité qu'on retrouve, qui est représentée sur la droite dans le plasma, est la même qu'on soit malade ou qu'on soit un patient contrôle. Donc, les problématiques de labo entéral sont plutôt sur la tolérance digestive que la digestion et après la biodisponibilité des acides aminés pour leur utilisation. Si on regarde le métabolisme protéique global, là, il compare les sujets sains, pareil, et les sujets et les patients de réanimation à jeun et après l'administration de la nutrition entérale. On voit que en termes de synthèse, c'est ce qui est en bas à gauche, qu'on ne voit pas bien,
vous avez la synthèse, vous avez les patients donc, qui répondent, que ce soit les patients de réanimation ou les patients en contrôle, qui répondent à l'administration de la nutrition, à la nutrition entérale, avec une réponse moindre pour les patients de réanimation. Et pour le catabolisme, pareil, il y a une augmentation du catabolisme, mais qui, cette fois, est plus importante chez les patients de réanimation. Pas de différence en termes d'oxydation, et par contre, en termes de balance azotée, on retrouve aussi des données comparables où, dans cette étude, les patients et les contrôles avaient une balance azotée qui se positivait de la même manière après les apports nutritionnels. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont montré par contre que la synthèse protéique différait entre les contrôles et les patients de réanimation, dans le fait que les acides aminés qui avaient été rendus bien biodisponibles, qui avaient été digérés correctement, étaient beaucoup moins utilisés pour la synthèse protéique. Donc, cette résistance anabolique était retrouvée dans ce papier. C'est ce qui est représenté à droite, avec une synthèse protéique musculaire qui était bien moindre chez les patients de réanimation par rapport au groupe contrôle. Alors, autre point, c'est la relation qu'il peut y avoir entre la récupération de la masse musculaire, hein, de la reconstruction musculaire, et la fonctionnalité, parce qu'il ne suffit pas de récupérer sa masse musculaire, il faut récupérer la capacité musculaire qui va avec. Et donc, ce papier montre bien qu'il y a une récupération qui est lente. Hein. Là, vous voyez que vous avez un suivi à 6 mois avec en haut à droite, les barres représentent la force motrice des 15 patients. Et vous voyez que les points rouges et les points bleus, c'est les valeurs normales selon des normes différentes. Vous voyez qu'à 6 mois, les patients sont bien au-dessous des normes. En bas, vous avez la récupération de la masse musculaire qui est estimée par la surface mesurée par échographie du quadriceps. Et là aussi, on voit que les patients sont bien au-dessous, quel que soit l'âge, bien au-dessous des valeurs normales. Et à gauche est représentée la relation qu'il y a entre la récupération incomplète de la masse musculaire et la récupération incomplète de la force. Et vous voyez qu'il n'y a pas de relation. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont récupérer plus rapidement leur force musculaire que d'autres, mais la relation n'est pas nette. Donc, on ne peut pas estimer, on ne peut pas utiliser la valeur d'une mesure échographique ou tomodensitométrique pour estimer la récupération de la fonction musculaire. Parce que si on revient sur le papier que je vous avais montré de Pucciari, on voyait que les organelles, enfin, les différentes parties intracellulaires qui étaient impactées étaient multiples et complètement différentes. Et donc ça explique en partie la réponse qui n'est pas uniforme en termes de récupération. Et c'est ce qui est représenté ici. Vous avez la phase, il y a donc 3 grandes phases. Il y a une phase d'agression où il y a un catabolisme musculaire qui est important, avec une perte de masse et de fonction musculaire. S'ensuit une récupération progressive, donc on l'a vu par une augmentation de la synthèse et probablement plus tardivement, mais c'est mal documenté, une diminution du catabolisme. On ne sait pas bien quels sont les mécanismes qui vont permettre cette diminution du catabolisme protéique musculaire. Et on a 2 types de récupération qui sont plus ou moins proches, mais qui ne vont pas évoluer de façon totalement parallèle, qui est à la fois le volume musculaire, la masse musculaire, et le deuxième qui est la fonction motrice qui va avec. Alors, petit passage sur les traitements. Donc là, je voulais juste faire un petit dessin pour vous montrer, parce qu'on va parler pas mal de nutrition. Qu'est-ce qu'on, en situation normale, on sait bien que la nutrition, c'est ce qui va nous permettre d'assurer notre homéostasie, et les muscles, les autres réserves, notamment les tissus gras, ça sera de la réserve, et c'est le turnover qui va faire qu'on va maintenir tout ça.
Qu'est-ce qui se passe en situation d'agression? En situation d'agression, il y a une réponse adaptée de diminution des prises alimentaires, même si le patient est nourri par le réanimateur. Et il y a une redirection du métabolisme, des métabolismes qui va servir à se défendre tout en maintenant l'homéostasie. Et cette fois, donc, comme on l'a vu, on va taper principalement dans nos réserves musculaires. Donc, quel est l'objectif des interventions, en particulier de la nutrition? L'objectif initial de la nutrition, ça serait d'enrayer cette augmentation du catabolisme protéique musculaire et du turnover pour épargner la prise d'acides aminés aux dépens du muscle. Donc ça, c'est l'objectif de la nutrition. Mais on sait qu'actuellement, on n'y est malheureusement pas. Et la nutrition n'est pas capable d'enrayer ce catabolisme musculaire. Donc les recommandations actuelles sur les apports en acides aminés ou en protéines, on peut évoluer sur les 15 dernières années. Donc ça, c'est les dernières recommandations européennes et nord-américaines. Il faut savoir que ça repose sur pas beaucoup d'études de haut niveau. Il n'y a pas des bases très importantes qui permettent de dire c'est plutôt 1, plutôt 2, voire plutôt 2,5. Alors, si on s'intéresse aux études qui ont eu pour endpoint pas la mortalité, parce qu'il faut reconnaître que dans les recommandations, on s'intéresse surtout aux études qui ont un fort niveau de preuve, ça veut dire qui ont un impact sur des critères forts. Toutes les études sont négatives. Alors, il faut faire attention, on voit beaucoup d'études observationnelles de cohortes avec des formes en J qui permettent de dire, voilà, ça c'est le meilleur rapport calorique pour les patients, c'est le meilleur rapport protéique pour les patients, mais il faut savoir que c'est des études observationnelles, qu'en général, les patients les plus graves, c'est eux qui ont le moins d'acides aminés, et c'est ceux qui vont très bien, qui ont les apports normaux. Donc, ce n'est pas étonnant que les apports du sujet normal retombent comme étant les recommandations du sujet agressé de réanimation. Et si on s'intéresse donc aux études qui sont plus focalisées sur la récupération, soit de la masse musculaire, soit de la force musculaire, il n'y a pas beaucoup d'études avec des résultats qui sont pour la plupart négatifs. Donc là, c'est juste une que je cite pour la récupération du volume musculaire. Donc le volume musculaire a été récupéré par cette étude, alors que les apports caloriques et azotés, vous voyez, n'étaient pas très différents entre les deux groupes. Mais il y avait quand même une amélioration du volume du quadriceps qui était objective. Alors, si on s'intéresse à la récupération fonctionnelle, donc là, les résultats sont négatifs. C'est ce qui apparaît ici. Ils avaient regardé chez les patients qui avaient soit 0,8 g par kilo et par jour d'acides aminés, soit 1,2 g. Donc, des différences qui ne sont pas très importantes, et surtout qui sont déjà bien au-dessous des recommandations actuelles. Et regardez le hand grip à la sortie de réanimation. Donc, vous voyez, il n'y a pas de différence sur le hand grip, alors que d'autres critères comme la balance azotée était positif. Donc, l'effet d'apporter plus d'acides aminés permettait de diminuer, de rendre moins négative la balance azotée des patients, mais ça n'avait pas d'effet en termes de pronostic fonctionnel. La même chose pour l'étude HIT-ICU. Donc, là, ils avaient regardé à distance de la sortie de réanimation sur la composante physique du SF36. Les patients, là aussi, il n'y a pas de différence malgré des apports azotés qui étaient sensiblement différents entre les deux. Là, c'est juste pour citer une étude que j'avais fait avec Michael Rennie, donc un papier d'avant que j'avais cité, mais on ne voyait pas son nom en bas. Donc, était un physiologiste écossais qui a énormément travaillé sur le sujet. Et on avait regardé ensemble quel était l'effet de l'administration des acides aminés. Donc, là, c'était chez des volontaires sains. Est-ce qu'il y avait un effet qui perdurait sur des administrations prolongées? Et donc, on avait montré qu'il y avait une saturation de cet effet. Donc, ça n'a pas été montré chez les patients de réanimation, mais le fait de nourrir les patients en continu est peut-être un écueil pour optimiser la synthèse protéique musculaire. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce papier qui avait comparé nutrition entérale versus
continue versus nutrition entérale discontinue. Et vous voyez que si on regarde un critère de jugement qui ressort sur des études avec les apports azotés différents, qui devrait théoriquement montrer une différence, ben vous voyez que là, il n'y a pas de différence en termes de volume estimé du quadriceps, que l'alimentation soit faite en fractionné ou en continu. Donc, la prise en charge de l'agression en termes de nutrition, ça repose essentiellement sur des recommandations d'experts. Les apports en acides aminés sont aussi du niveau fort de recommandations d'experts, avec une augmentation progressive au cours du temps, qui va bien avec ce qu'on a vu, qui est une augmentation progressive de la récupération de la masse musculaire qui se fait au prix d'une augmentation progressive de la récupération progressive de la synthèse protéique musculaire. Donc, c'est là où les acides aminés peuvent avoir leur place, puisque probablement à la phase initiale, où c'est essentiellement le catabolisme, et on sait que les acides aminés ne vont pas être capables d'enrayer ce catabolisme protéique musculaire. Alors, on a parlé de la nutrition. Beaucoup d'études sur la base de ce qu'on sait chez le sujet sain, chez le grand sportif. On sait que pour faire du muscle, il faut le substrat, les acides aminés, et il faut l'exercice pour les faire rentrer et faire de la protéine. Donc, on fait ça aussi en réanimation. Donc, il y a beaucoup d'études qui se focalisent actuellement sur la l'exercice, la réhabilitation précoce dès l'admission en réanimation. Donc là, je vous ai montré 2 études. C'est juste pour vous montrer que les résultats sont pour l'instant négatifs. Il n'y a pas d'effet d'une kinésithérapie intensive en réanimation. Alors souvent, c'est des durées pas très prolongées sur des critères de jugement. Alors, il n'y a évidemment rien sur les critères de jugement forts, mais il n'y a pas grand-chose non plus sur les critères de jugement sur la récupération fonctionnelle motrice. Et par contre, il y a des effets secondaires qui sont beaucoup plus importants dans le groupe de rééducation intensive. Et donc ça, c'est une étude qui est sortie tout récemment dans le New England, où ils regardaient la réhabilitation précoce, intense en réanimation, et regarder le nombre de jours où le patient était vivant et sorti de réanimation jusqu'à J180. Donc, comme vous savez, il n'y a pas de différence. Mais je vous l'ai mis en haut. Il faut quand même noter que dans cette étude, les interventions étaient quand même, certes, différentes entre les 2 bras, mais vous voyez qu'en termes de temps d'exposition à l'intervention, c'est de l'ordre de 15 minutes par jour. C'est quand même très réduit, et c'est probablement au moins une explication qui peut être donnée à un résultat négatif, si tant est que le résultat aurait été positif. Dans toutes ces études qui sont intéressées aux exercices actuellement, il y a très peu, voire aucune donnée sur la nutrition. Alors, je vous ai dit que c'était vraiment 2 choses qui devaient être jouées en parallèle. Et quand on regarde, alors cette étude, elle n'est pas sortie dans un grand journal, mais elle est certes monocentrique, il y a un nombre conséquent quand même de patients. Et on voit que quand on couple 2 interventions, à la fois des apports protéiques plus conséquents et une prise en charge, là c'était par un cycloergomètre, donc une stimulation par l'exercice physique, sur un critère de jugement premier qui était le score physique du SF36 à 3 mois. Vous voyez qu'il y a une différence significative, et ils trouvent même des différences significatives sur des critères de jugement secondaires qui étaient plus forts. Donc la co-intervention est probablement une cible intéressante. Donc ça, c'est une étude qui est en cours, hein, même sujet, une co-intervention à la fois nutritionnelle et à la fois de réhabilitation précoce. Alors, juste pour donner un petit exemple, il y a d'autres interventions qui ont été faites avec des ciblages beaucoup plus spécifiques et dirigés sur des voies métaboliques particulières, à la fois la voie, ici c'est bêta-adrénergique, et sur la biodisponibilité des lipides, l'utilisation des lipides, là c'est
les huiles de poisson, vous voyez que si on regarde sur des critères de jugement sur le volume et la fonction musculaire, il n'y a pas de différence. Juste pour citer, il y a une étude qui va débuter. Donc là, on va tester la voie hormonale en mettant de la testostérone et on va regarder s'il n'y a pas un effet sur le volume et surtout la fonction musculaire avec un texte de marche à 6 minutes. Donc ça, c'est un PHRC qui va bientôt débuter, initié à Clermont-Ferrand par Bertrand Souvel. Donc en conclusion, les perturbations du métabolisme protéique au cours de l'agression, donc c'est une réponse adaptée entre guillemets pour se défendre. Elle est différente d'un organe à un autre. Ces perturbations, elles sont intriquées avec d'autres perturbations dont on ne peut pas, sur le patient de réanimation, faire la part des choses. C'est probablement une des raisons pour lesquelles les interventions sont compliquées et difficiles à envisager d'avoir un effet purement sur les conséquences de l'agression. Donc, je vous ai montré que le muscle était la principale source d'acides aminés utilisée pour se défendre. Mais nouveau problème, autre problème, c'est que synthèse et catabolisme, là encore, sont impactés de façon différente au cours du temps, avec des impacts qui sont également, je vous ai dit, modulés par les co-agressions qu'avait le patient en réanimation. Donc, les cibles thérapeutiques, elles sont nombreuses, il y en a plein de potentiels, mais pour l'instant, les traitements efficaces sont en attente. Et probablement, ce qu'on peut écrire sans trop prendre de risques, c'est que plus on arrivera à limiter les agressions et à les traiter au plus vite, et au plus vite, on permettra de limiter toutes les conséquences métaboliques musculaires, c'est-à-dire accélérer la récupération du patient. Merci.